Merci, monsieur le directeur, pour cette passionnante introduction qui nous met directement dans le bain. Donc, on va travailler 6 idées reçues aujourd'hui. Donc, la première, je ne sais pas si elle s'affiche ici, c'est l'idée reçue selon laquelle on maîtriserait tout si on avait tout prévu. Donc, pour réfléchir avec vous à cette idée, maintenant, on est au nombre conséquent de 3 personnes. Donc, on va peut-être dire en 2 mots qui on est pour que vous sachiez d'où on parle et comment est-ce qu'on s'intéresse à ces questions. Romuald. Bonjour, je suis Romuald Périnet, je suis responsable de recherche pour GRT Gaz. Karine Ebro, spécialiste FOH à l'ASN, Autorité de sûreté nucléaire. Et donc Simon Flandin, chercheur à l'Université de Genève dans le département de formation des adultes, où on conduit un programme de recherche sur la formation à la gestion de crise, sécurité civile, sécurité industrielle. Bien, donc Sylvie, on va y aller tout de suite. Hein. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc avant qu'on glose un peu sur cette question, je vous propose qu'on se mette tout de suite dans le bain en essayant de répondre à une première question. Donc si vous voulez essayer, avec l'aide technologie, de répondre à cette question, est-ce qu'il est possible de se préparer à tout, et en particulier au pire? Donc les possibilités de réponse s'affichent ici. Premièrement, on ne les voit pas bien, Sylvie, mais vous les avez sur votre interface, hein, les intitulés entiers des réponses, je pense. Mais pour les gens qui ne l'ont pas, il faudrait que je puisse les lire. Alors, premier item, oui. Il faut tester les procédures établies, répéter les gammes, stabiliser les automatismes de réponse aux situations critiques. Deuxième item, oui, il faut s'exercer vis-à-vis de nombreux scénarios plausibles dans l'hypothèse où ils se produiraient effectivement. Troisième item, oui, il faut imaginer et s'exercer vis-à-vis de scénarios très improbables afin d'entraîner les acteurs à agir au-delà de tout ce qui a été prévu, en dehors du cadre. Et quatrième item, non, il faut espérer que les acteurs seront inspirés le jour J. Alors on est à 29 votants, 30 votants. Bien, ça commence à fonctionner. Évidemment, vous pouvez voter pour plusieurs items. Hein. Ce ne sont pas des items exclusifs. Et juste pour ceux qui veulent voter par SMS, le numéro est sur le petit fascicule qu'on vous a distribué à l'entrée, page 18. Non, 17. « 44 votants, commence à être pas mal. » Je les répète rapidement. Hein. Le premier, c'est la question de tester des procédures qui sont établies, les répéter. On est dans le drill qu'évoquait monsieur le directeur tout à l'heure. Le deuxième item, c'est exercer vis-à-vis de nombreux scénarios plausibles. Le troisième, c'est exercer vis-à-vis de scénarios très improbables. Et le quatrième, espérer que les acteurs seront inspirés le jour J. Alors, on se donne encore une quinzaine de secondes. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Encore des gens qui votent. Bien, on a quand même des tendances qui commencent à être marquées, donc je vais les commenter directement. Donc on voit qu'il y a un crédit assez fort apporté à l'idée selon laquelle on peut se préparer à tout, et en particulier au pire, si on imagine et qu'on s'exerce vis-à-vis de scénarios
très improbable. Donc on voit que la façon dont on a posé la question vous a polarisé sur le pire. Hein, c'était se préparer à tout, y compris au pire, pas nécessairement seulement au pire, mais ok. Donc il faut imaginer des scénarios très improbables, ça a l'air d'arriver un petit peu en force. Et puis une désaffection de l'idée selon laquelle il faudrait espérer que les acteurs seront inspirés le jour J. Peut-être qu'il y a derrière cette idée-là des expériences malheureuses de situations de crise dans lesquelles on s'en est remis simplement à l'inspiration des acteurs. Bien, pour revenir de façon un peu systématique sur ces différents items, donc même si on ne va pas clore directement l'idée sur laquelle on essaie de travailler là pendant 45 minutes, on voit bien que globalement on ne peut pas uniquement, d'après vous, espérer que les acteurs seront inspirés le jour J, même si, évidemment, on a fort à penser que ce sera utile. Et puis l'introduction que nous avons entendue nous a laissé penser qu'effectivement, ça pouvait être intéressant. Donc là, l'idée vis-à-vis de la préparation à toutes les situations, en particulier au pire, elle serait probablement dans la combinaison, en tout cas, d'un certain nombre de ces items, et principalement de ceux de la préparation en termes d'exercices, d'entraînement, de formation, etc. Donc si on prend les items un par un, vous avez plébiscité l'idée selon laquelle il faut travailler sur des scénarios improbables afin d'entraîner les acteurs à agir au-delà de tout ce qui a été prévu et en dehors du cadre. Ça nous arrange parce que c'est ce sur quoi on va polariser un peu cette question juste après, en prenant des exemples dans le cadre de la sécurité industrielle. Mais je vais partir d'abord des deux autres. Donc la première proposition qu'on vous avait faite, c'était il faut tester les procédures établies, répéter les gammes, stabiliser les automatismes de réponse aux situations critiques. Donc là, on est plutôt dans une logique d'exercice. Alors dans le domaine de la sécurité industrielle, je pense que du coup, comme il y a beaucoup de gens de l'IRSN ici, puis je pense qu'il y a des industriels parmi vous, vous connaissez bien sûr très bien la question des exercices de crise. Bon, il n'y a pas que dans l'industrie qu'on fait des exercices de crise. Mais donc dans ce premier item, on est plutôt du côté de l'exercice de crise, c'est-à-dire celui dans lequel on a prévu une doctrine, un plan. Dans l'industrie, on a notamment le plan d'opération interne. Dans la gestion d'une commune, on a un plan communal de sauvegarde. Dans les hôpitaux, on a les plans blancs. Dans la sécurité civile, on a les plans hors sec. On a un ensemble de plans qui sont là pour être disponibles, directement disponibles, le jour où ça va mal. Et donc, l'idée de ce premier item, c'est il faut qu'on dispose d'un ensemble de ressources organisationnelles, techniques, qui seront disponibles et qu'on pourra directement utiliser en cas de problème. Encore faut-il s'entraîner à utiliser ces ressources, parce que ce n'est pas parce qu'elles sont disponibles qu'on sait bien les utiliser et qu'elles sont fonctionnelles. Donc là, ce premier item, c'est l'idée d'une logique d'exercice dans lequel on va tester à la fois la capacité de la doctrine, des prescriptions, des plans, à aider les acteurs à remplir leur mission vis-à-vis des enjeux liés à la crise, continuité d'activité, sécurité, que sais-je, et à la fois à tester la capacité des opérateurs à mettre en œuvre les prescriptions, plans, procédures qu'on a prévues pour ça. Donc ça peut aller effectivement sur des gestes très précis. Vous avez évoqué tout à l'heure le drill. Le drill, c'est cette idée de répéter de façon mécanique des choses qu'il va falloir savoir faire presque sans y penser. Donc il y a cette dimension-là de répétition, de stabilisation. Et puis, il y a cette idée donc de tester la capacité de l'ensemble du système social, technique, organisationnel que représente par exemple une usine, à faire fonctionner cette organisation de crise qu'on a prévue. Encore faut-il, mais on y reviendra après, qu'on prenne au sérieux ces exercices de crise et que le but de l'exercice, ce n'est pas simplement de pouvoir dire qu'on l'a fait. Sur le deuxième item, on est sur l'idée qu'il faut s'exercer vis-à-vis de nombreux scénarios plausible dans l'hypothèse où il se produirait effectivement. Donc là, on est sur tout ce que, selon vos cultures professionnelles, on appelle donc la menace conventionnelle ou l'étude de danger. On dit souvent dans l'industrie l'étude de danger, hein, c'est ça chez toi, Gertegaz. Bon, tout ce qu'on a essayé de caractériser comme étant plausible, comme étant une menace plausible. Et donc, on va essayer de s'entraîner à réagir à des situations de ce type-là. Donc, on passe dans une logique vraiment d'automatisation, de mécanisation, de test de ce qui est qui devrait être routinisé, entre guillemets, donc une logique d'exercice, à une logique plutôt d'entraînement dans lesquelles on sort un petit peu des habitudes de sécurité réglées pour aller un petit peu plus sur une sécurité qui est gérée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va composer avec ce qu'on a prévu
pour agir dans des scénarios qui sont qu'on a des chances, de bonnes chances, ou plutôt un grand risque de rencontrer. Donc voilà encore une modalité un petit peu différente qu'on voit. Je ne suis pas expert de l'industrie, mais le peu que j'en ai vu, on voit un petit peu moins. C'est-à-dire qu'on voit les exercices qui sont des obligations légales, etc. Mais la logique d'entraînement dans laquelle on s'autorise à se tromper, on s'autorise à essayer de travailler sur des scénarios qui sont compliqués, qui sont difficiles, et on s'autorise puisqu'on s'entraîne à montrer, à faire la preuve, la démonstration de nos propres insuffisances, de nos propres difficultés. C'est une logique un petit peu plus difficile à assumer dans les organisations, qu'on voit un petit peu plus dans la sécurité civile. Monsieur Pingano, je pense que vous ne me jugerez pas. Et donc, je pense que de ce côté-là, il y a des ponts à faire entre les domaines. Le troisième aspect, donc, je vais le commenter très vite parce que c'est ensuite Karine qui va arriver là-dessus. Vous avez souligné son importance par un vote à 65%. Donc, l'idée selon laquelle il ne faut pas uniquement répéter ce qu'on sait faire et chercher s'entraîner dans des scénarios qui sont très plausibles, mais aussi imaginer ce qui pourrait s'avérer hors étude de danger, hors cadre, hors dimensionnement, c'est-à-dire des événements qu'on n'avait pas imaginés et pour lesquels pourtant il va falloir être en capacité de réagir, et c'est là-dessus qu'on va vous lancer maintenant. Et peut-être que c'est un petit peu couplé avec le fait que les acteurs sont inspirés le jour J, et on va peut-être se poser la question de savoir aussi si on peut préparer les acteurs à ne pas être préparés, et donc préparer les acteurs à être imaginatifs ou créatifs dans des situations hors cadre. Donc je vais passer la parole à Karine, donc juste en deux mots. Donc on va utiliser des exemples en sécurité industrielle. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'experts de la sécurité industrielle. Le but, c'est pas de générer un débat d'experts sur les questions de sécurité industrielle, puisqu'on est sur une journée gestion de crise qui doit s'adresser à tous les gens intéressés par la gestion de crise. Voilà, c'est une petite précaution que je voulais faire. Karine ? Sauf s'il y a peut-être des questions dans l'assistance sur les commentaires apportés par les éclairages apportés par Simon. Non, parce que le but c'est quand même interactif, donc c'est pas forcément uniquement via le téléphone portable. Les gens ont aussi le droit de s'exprimer. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Donc on enchaîne. Alors comme on l'a dit, comme Simon l'a dit, on va se focaliser sur le troisième, c'est-à-dire imaginaire, ce qu'on appelle l'impossible, l'improbable, tout un tas de vocables là-dessus. Alors l'exercice qu'on vous propose en fait, c'est de se focaliser sur ce qu'on appelle des espèces de dilemmes impossibles, des choix, alors des drastic choices comme c'est écrit dans le rapport. Alors je l'ai amené. Il y a beaucoup de personnes de l'IRSN ici. Pardon. Je l'en présente quand même pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, parmi les exemples qu'on a extraits, les cas qu'on va utiliser, vous présenter, il y en a deux qui sont issus donc, du rapport qui est Human and Organizational Factors Perspective on the Fukushima Nuclear Accident, donc, qui est paru en 2015 et qui est un travail réalisé par Elsa Gisquet et Malka Holder, donc de l'IRSN. Il y en a deux. Donc, en fait, ça va être trois situations qui sont finalement très similaires qu'on va vous proposer. Donc, très rapidement, il y a un accident nucléaire, donc un à Tchernobyl, un à Fukushima. Dans chaque cas, il y a une solution technique qui a été trouvée pour résoudre un problème. Alors, éviter une explosion thermique ou alors refroidir le cœur. Cette solution technique nécessite, en fait, ce n'est pas uniquement une solution technique, en fait, ça va être une solution socio-technique. C'est-à-dire que, de par l'état du système, les vannes qu'il va falloir commander ne peuvent pas l'être depuis la salle de commande, donc elles vont devoir l'être en local. Voilà, donc il va y avoir des opérations à faire en local, et ces opérations vont l'être dans ce qui est considéré comme un environnement à risque. Voilà. Donc la question se pose, c'est comment est-ce qu'on va composer ce que mes collègues de l'IRSN ont appelé the Suicide Squad. Voilà. Une équipe donc d'expérimentés, jeunes, enfin vous imaginez en salle de commande, il y a des responsables, des décideurs, des opérateurs expérimentés, d'autres un petit peu moins. Voilà, et donc c'est l'exercice qu'on vous propose. Alors juste 2-3 mots pour montrer quand même ce qui est similaire et différent dans les trois cas, mais qu'on retrouve quand même à 25 ans d'écart, mine de rien. C'est-à-dire que Tchernobyl, c'était envoyer donc une équipe, ils avaient décidé. Alors, je vais citer mes sources quand même pour Tchernobyl, parce que je ne suis pas la grande spécialiste de Tchernobyl. Donc, ça sera un événement qui s'est produit, qu'on peut retrouver à la fin de l'épisode 2 de la série Tchernobyl qui est passée il y a quelques mois, voilà, mais qui est quand même extrêmement parlant.
Donc, c'est envoyer des personnes dans un sous-sol pour vider des réservoirs d'eau, en fait, pour éviter donc que le cœur en fusion et l'eau ne se rencontrent et donc ne créent une explosion thermique. Voilà. Donc, c'est vraiment aller sous, en gros, au-dessus du radier et vider des réservoirs. Donc, extrêmement contaminant, avec une espérance de vie estimée, en tout cas, c'est ce qu'ils disent dans le film, dans la série, à 1 semaine pour les opérateurs. Ça, c'est une première situation. Situation similaire à Fukushima, alors environnement radiologique nettement moins critique, nettement moins dangereux, mais tout de même, il y a eu 2 opérations dans l'unité 1 à quelques heures d'intervalle, le 11 mars. Une première, ça a été donc d'essayer d'amener de l'eau dans le cœur, donc depuis des pompes du système incendie. Voilà, donc impossible de les commander de manière déportée, nécessité d'aller en local. Et là, en fait, et ben voilà, comment est-ce qu'on constitue une équipe pour aller dans le bâtiment réacteur, qui est donc un environnement radiologique pas trivial, voilà, à gérer. Deuxième cas, quelques heures plus tard, la pression augmente dans l'enceinte de confinement, donc il faut relâcher. Décision est prise de relâcher donc de la vapeur dans l'environnement. Pareil, manœuvrer des vannes pour configurer ce qu'on appelle le système d'éventage. Voilà, quelques heures après, situation pas inédite, puisqu'elle s'était posée quelques heures avant. Comment est-ce qu'on constitue une équipe? Voilà. Sachant que dans tous les cas, évidemment, je ne l'ai pas dit, les procédures ne donnaient pas d'indication pour ce faire. Voilà, donc c'est la question à laquelle on vous propose de répondre. Alors, je ne sais plus au niveau des affiches, je ne sais pas très bien, voilà, comment... Donc la question qu'on pose, qu'on vous pose, c'est qu'auriez-vous fait à la place du décideur dans une telle situation? Donc premier cas, je me serais désignée seule. Merci. Deuxième cas, j'aurais envoyé, alors on va dire les plus âgés. Troisième cas, j'aurais envoyé ceux qui n'ont pas d'enfants. Ou quatrième cas, autre manière de faire, j'aurais tiré au sort. Voilà. Encore. Bon, ça a l'air de se stabiliser autour de 65, 66, 7. Bon, 74, ça a l'air de stabiliser. Donc je propose, alors je ne sais pas trop comment on est, Sylvie, pour l'horaire. C'est bon pour l'horaire à peu près? D'accord. Ok, je propose de commenter rapidement. Alors il y a eu un petit nombre qui dit je me serais désignée seule. Et ben c'est en fait effectivement ce qui s'est passé. Alors je veux dire que c'est une bonne réponse, hein, c'est juste je relate ce qui s'est passé dans ces 3 cas.
à Fukushima, c'était effectivement une étape du processus. Ce n'est pas la solution organisationnelle qui a été retenue au final. Mais effectivement, il y a eu une étape où le chef d'exploitation s'est désigné en tant que comme volontaire, s'est porté volontaire pour cette mission, que ce soit dans le cas donc, de l'apport d'eau ou de la dépressurisation de l'enceinte de confinement. Alors pourquoi ça n'a pas été retenu? Ça, c'est pareil, c'est tiré en fait du travail de mes collègues Elsa Gisquet et Malka Holder. Ce qu'elles expliquent, c'est qu'en fait le choix qu'ils ont fait à ce moment-là, ça a été de dire, en fait non, on a ce chef d'exploitation qui fait le lien avec le centre de crise, donc local. Voilà, donc il y a cette chaîne en fait qui est établie et ça, on ne va pas le fragiliser. Donc en gros, c'est rechercher, il y a eu une certaine, en tout cas une recherche de continuité, de stabilité dans l'organisation face à ce chaos, mais ça on y reviendra après, la question du chaos. Mais donc voilà, c'était un choix, c'est un arbitrage qu'ils ont fait. Donc le décideur, dans ce cas-là, non, cette solution-là n'a pas été retenue. J'aurais envoyé les plus âgés. Oui, c'est effectivement le choix qui a été fait à Fukushima. Effectivement, enfin le choix, ça n'a pas été. Il y avait en tout cas, c'est un critère qui a été pris en compte. Voilà, c'est-à-dire les gens d'expérience. Et c'est effectivement le raisonnement qu'il y avait derrière, c'était en termes de dose et de conséquences en fait de l'exposition au rayonnement ionisant. Voilà, puis des effets justement à plus long terme de ces rayonnements. D'où le choix de. Et c'est en fait pour la première situation, donc qui était de configurer les circuits et l'apport en eau. C'est avec les informations qu'on a, c'est effectivement ce qui a été retenu. Voilà, donc de constituer une équipe de 5 personnes, d'opérateurs expérimentés. Et ce qui est aussi intéressant dans la solution qui a été retenue, c'est-à-dire que si on regarde qui sont en fait ces opérateurs expérimentés, en fait, il s'agit aussi de chefs d'exploitation d'autres unités, d'autres équipes en fait qui étaient là. Et certains qui sont arrivés, qui ont rallié, enfin rien ne les obligeait, il n'y avait pas de procédure leur demandant d'être là. Donc il y a eu aussi constitution de l'équipe de manière opportuniste. C'est-à-dire voilà, on regarde qui y a sur place, on pèse les enjeux, on fixe des critères et on définit en situation. Pour Fukushima, pour la deuxième, pour la partie dépressurisation de l'enceinte, le troisième cas, en fait, deuxième de Fukushima, le processus a été assez similaire, à la différence près que la situation avait évolué et elle était jugée quand même plus dangereuse. Donc là, en fait, il y a eu un choix ils se sont vraiment posés, il y a eu une vraie délibération. C'est-à-dire qu'ils ont écrit l'ensemble des noms, voilà, du personnel disponible. Et en fait, ils ont non seulement défini une équipe, mais aussi défini une organisation. Il y avait 2 vannes. Donc, comment est-ce qu'on va constituer des équipes? Et ces équipes, en fait, il y avait 2 critères à prendre en compte. Il y avait d'une part la connaissance des lieux, donc on peut lier en fait à l'expertise, on peut lier à l'âge, à l'expérience en tout cas dans la centrale. Et puis un autre qui était aussi un critère qu'on pourrait appeler d'agilité. Voilà, donc d'accessibilité à certains organes, où là, effectivement, ça pouvait éventuellement cibler des gens un petit peu plus jeunes. Mais voilà, donc c'est vraiment la croisée de ces critères, aussi la dangerosité de la situation, et ça a non seulement eu un impact sur quelles personnes on sélectionne, enfin on sélectionne en tout cas, on retient, mais aussi la manière de constituer l'équipe, donc d'organiser en fait, avec une équipe en secours. Voilà. Donc ce qu'on voit déjà, c'est sur Fukushima, 2 cas, quelques heures d'intervalle. La stratégie a été, on va dire, pas tout à fait la même. Alors très certainement, ils ont appris de la première situation pour gérer peut-être de manière un peu plus vite la deuxième. Mais voilà, deux situations quand même un petit peu différentes et donc 2 solutions différentes. 2 critères en fait différents. Alors maintenant, si on passe à Tchernobyl, qui était quand même 25 ans avant, comment ça s'est joué? Contexte complètement différent. Alors on l'a dit, là pour le coup, expérience de vie d'1 semaine. Et là, c'est assez frappant, c'est quand on voit, enfin, pour ceux qui ont pu voir la série, on voit déjà qu'il y avait l'idée de sacrifier 3 personnes. Voilà, donc déjà, il fallait s'autoriser à sacrifier 3 personnes. Donc là, on rentre aussi dans le champ de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est acceptable. Voilà. Donc là, ils sont remontés, alors si on en croit toujours la série, jusqu'à l'autorisation de Gorbatchev. Ceci étant acquis, donc la scène en fait qu'on voit, c'est que
finalement, les risques ne sont pas discutés, ne sont pas débattus au départ. C'est-à-dire qu'on demande de faire une opération, voilà, qui s'avère nécessaire, et avec en contrepartie 400 roubles, une rente annuelle de 400 roubles, et une promotion. Voilà. Et ce qui en fait était la question des risques n'a absolument pas, le critère de risque n'a pas été discuté. Voilà. Alors il se trouve que les opérateurs n'étaient quand même pas des perdreaux de l'année. L'appréhension des risques, eux, on voit qu'ils l'ont vraiment, et que bon, comment dire, ce vers quoi ça allait les mener leur apparaissait assez clair, et donc ils interrogeaient vraiment, mais alors sur quels critères on y va? Qu'est-ce qui va faire qu'on y va? Voilà. Et là, il y a eu en fait un appel à ce qui faisait la spécificité de l'Union soviétique, voilà, sauver un peuple, sauver des millions d'hommes. Donc les ressorts en fait pour motiver, trouver des volontaires ont été autres. Voilà. Donc en fait, l'idée là, c'est pas de dire voilà, il y a des bonnes, il y a des mauvaises solutions. Moi, je ne serais pas à même de juger ce qui a pu être fait il y a 25 ans en Union soviétique. L'idée, c'est de montrer que pour des situations finalement relativement similaires, donc on en revient à la question de qu'est-ce qui est similaire ou pas dans des situations, on voit d'une part que les solutions retenues ont quand même été différentes. La manière de gérer, la manière de constituer une équipe. À chaque fois, le résultat était le même. C'était une équipe d'expérimentés, connaissant les locaux, capable d'aller sur place, de se déplacer en environnement très contraint. 3 personnes, 5 personnes, voilà. Le résultat était quand même relativement le même. Par contre, les processus pour amener à ces résultats ont été très différents. Donc, tous les mécanismes de prise de décision. Et en fait, toute la question, c'est, et elle a été posée, en fait, on la retrouve dans le rapport donc de l'IRSN, où en fait, ils mentionnent, ils disent, finalement, les opérateurs à Fukushima, ils auraient aimé être un peu plus guidés dans ces choix. Voilà. Ces choix particulièrement compliqués à faire. Et tout c'est la question du guidage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par guider? Voilà. Et ça, on va y revenir. Guider, anticiper, se préparer. Je ne sais pas. On improvise un petit peu. Pas trop la crise, mais pas encore. Mais je ne sais pas, Romuald, est-ce que ça te... On s'est un petit peu coordonné, mais je ne sais pas. Moi, je peux bien continuer. Je vais prendre quelques notes quand même sur le sujet. Pardon. Quelques points de repère. Ça nous amène justement à la question de qu'est-ce que c'est qu'anticiper? Voilà. C'est comme ça aussi qu'on s'est posé la question. Simon rebouclera sur les questions de préparation plus au sens de formation. Voilà, reboucler sur la première question. Mais il nous semblait intéressant, en fait, avant de revenir vers ces questions de formation, préparation, c'était de se poser la question de finalement, qu'est-ce que c'est? Enfin, si on reprend l'idée reçue, on est dans l'anticipation et on est dans le tout. Donc se pose la question de savoir finalement qu'est-ce qu'on anticipe. Est-ce que c'est toujours très clair? Est-ce qu'on parle tous toujours de la même chose? On entend des plans, des procédures, des ressources, on en prend un peu de tout. Donc finalement, voilà, qu'est-ce qu'on anticipe et comment est-ce qu'on réfléchit l'anticipation? Donc ça, c'était un premier point. Donc qu'est-ce qu'on anticipe? En fait, on pourrait... c'est une grille de lecture qui est proposée là en 5 minutes, clairement. C'est qu'on pourrait penser l'anticipation autour de finalement 3 dimensions. Et juste pour aider à réfléchir, c'est d'une part, c'est quel est le niveau d'abstraction qu'on va avoir dans l'anticipation. C'est-à-dire que est-ce qu'on va jusqu'à prévoir jusqu'à des gammes opératoires? Donc là, on retombe sur les premiers schémas, les drills, etc. Ça, c'est un niveau d'anticipation de l'action. Ou alors, est-ce qu'on va avoir on va anticiper, mais avoir des degrés en fait des façons de penser l'activité beaucoup plus abstraites. Par exemple, est-ce que ça va être anticipé en termes d'objectifs à atteindre? Voilà. Et on a par exemple, encore une fois, je m'appuie beaucoup sur le document de l'IRSN, le rapport de l'IRSN, mais on voit en fait ce qu'il disait, c'est que ce qui est reporté, c'est qu'en fait les opérateurs, ils parlaient d'un mantra. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était pas clair forcément quelles étaient les contraintes, les ressources, mais il y avait une chose qui restait en toile de fond et qui revenait constamment, c'était il faut refroidir le cœur par n'importe quel moyen et aussi vite que possible. Et en fait, c'est ça qui a guidé l'action. Et là, on est déjà dans une forme d'anticipation, finalement, puisque cet objectif-là a été anticipé.
Et ça a permis de guider toutes leurs actions. Donc ça, c'est une première dimension. Deuxième dimension, ça peut être aussi le degré de particularisation de ce qu'on anticipe. Et là, on tombe dans les situations. Voilà. Est-ce qu'on anticipe pour des situations très précises? Est-ce qu'on anticipe pour des situations très précises, mais auquel cas, ce qu'on anticipe va avoir en fait un domaine de validité assez restreint et qui peut même enfermer. Ah non, pardon, excuse-moi. Ou alors on va aller sur des classes beaucoup plus larges de situations. Voilà, donc ça c'est aussi un niveau de réflexion. Et sachant que, in fine, c'est une approche qu'on peut penser par scénario qui peut avoir une certaine valeur. Effectivement, on l'a vu dans les premiers, que ce soit très connu, que ce soit plausible. Mais on voit bien qu'on est dans une espèce de fuite en avant si on poursuit cette logique-là. C'est-à-dire qu'à un moment, cette logique, il faut l'interrompre. Donc, se poser la question de la granularité des situations qu'on couvre au travers de l'anticipation, ça c'est une chose. Mais c'est aussi savoir avoir conscience de tout ce qu'on n'explore pas et comment on le travaille. Mais ça aussi, c'est une forme d'anticipation. Parce que combien de fois on a pu se confronter, enfin moi personnellement, à cette impensé-là. C'est-à-dire que cette croyance finalement alors qui rejoint l'idée reçue, que finalement, en déployant toujours plus de scénarios, c'est comme ça en fait qu'on va finir par savoir, pour pouvoir traiter l'ensemble des situations qu'on doit traiter. Donc, illusion. Troisième dimension, c'est ce qu'on pourrait appeler le degré d'impérativité. C'est-à-dire ce qu'on anticipe, en fait, quelle valeur il a. Est-ce que ça va être de l'ordre de la prescription, c'est-à-dire quelque chose à suivre, quoi qu'il arrive? Ou alors ça va être plutôt de l'ordre de la préconisation, plutôt du guide. Voilà. Donc une fois qu'on a posé ça, c'est-à-dire qu'on voit que ce qu'on peut mettre derrière le terme anticiper, prévoir, peut être vraiment multiforme, la question se pose finalement, qui est l'autre mot-clé, en fait, c'est qu'est-ce que c'est que maîtriser finalement? Alors il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, soit par François Valette, soit par Simon, mais finalement, qu'est-ce que c'est que maîtriser? Alors c'est une proposition, mais on peut penser la maîtrise comme une capacité à, une capacité, là en l'occurrence, à décider, à agir. Bon, ok. Décider et agir de niveau, de manière individuelle et de manière collective. Ça, je pense que peut-être tu y reviendras après, Simon, dans le cadre de la préparation. On est vraiment sur des collectifs. On l'a vu dans les différents exemples, sur la mise en discussion des solutions, etc. Et dernièrement, alors j'ai dit efficacité. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire efficacité? Est-ce qu'il y a des critères a priori d'efficacité? Moi, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on voit dans les 3 scénarios, dans les 3 cas qu'on a sélectionnés pour aujourd'hui, c'est que finalement, bonne, mauvaise réponse, on ne sait pas. En tout cas, ils ont mis en place la solution qui leur paraissait adaptée dans un contexte politique, accidentel, social donné. Voilà, donc en fait, si on pense en termes de capacité, finalement, cette capacité-là, qu'est-ce que c'est? Alors ça aussi, ça a été un petit peu dit là ce matin, mais on est vraiment dans se questionner en termes de mobilisation de ressources. Voilà. Qu'est-ce que c'est finalement que de décider d'agir efficacement? C'est qu'on va être capable de mobiliser les bonnes ressources, en tout cas de savoir choisir parmi des ressources qui sont disponibles en fonction de contraintes de l'environnement, tout en restant, et ça c'est très important, dans un champ des solutions acceptables. Et ce champ des solutions acceptables, il n'est pas figé une fois pour toutes. On a vu que je pense que ce qui était apparu acceptable il y a 25 ans à Tchernobyl ne l'aurait probablement pas été 25 ans plus tard à Fukushima. Voilà, donc il y a ces 3-là, contraintes, ressources et champ des solutions acceptables. Et en fait, ces 3 composantes-là, finalement, quel que soit le type de situation, qu'on soit dans du drill, qu'on soit dans des scénarios plausibles, qu'on soit dans des choses beaucoup plus impensées, ces 3 composantes-là, finalement, de qu'est-ce que maîtriser, on va les retrouver. Après, c'est la question de la mobilisation. Qu'est-ce qu'on mobilise et comment dans ce type de situation qui va être différent et donc, du coup, travailler différemment en préparation. Donc là, j'en viens à un dernier mot. Alors, j'ai peut-être dépassé mes 5 minutes. Juste un dernier mot sur la préparation. Pareil, là, c'est juste quelques idées. C'est-à-dire qu'on peut penser, du coup, la préparation de 2 manières. C'est finalement développer des ressources. On
on en a tout un panel. Alors justement, lesquels? Est-ce qu'on va vers plus de procéduralisation? On l'observe. Ou est-ce qu'on va plutôt s'orienter, par exemple, sur de la résolution de problèmes? Ça, c'est des choses, par exemple, qu'on peut voir dans les centres de crise. Est-ce qu'on va s'orienter vers de la définition, a priori, des rôles et des responsabilités? Oui, ça peut être une ressource. Mais quid alors du développement de compétences de coopération? Voilà. En termes de ressources, il faut aussi penser le système. Là, on était dans l'accident industriel, c'est-à-dire système technique hautement complexe. Quid de cette complexité? Si on en croit Perrault, par exemple, c'est une complexité qui a été poussée par la productivité. Donc, quid de son impact sur la sûreté? Et notamment en termes de compréhension et de lisibilité du système. Voilà. Donc là, il y a tout un champ sur l'automatisation, etc. Mais il y a peut-être aussi des réflexions à avoir sur comment simplifier le système pour qu'il soit plus compréhensible aussi en situation. Il ne s'agit pas juste de gérer, c'est aussi de voir... Enfin, gérer, c'est aussi prendre de l'information et comprendre une situation. Donc ça, c'est le développement des ressources. Et il y a donc le deuxième point, le corollaire, qui va être aussi comment est-ce qu'on peut travailler à la mobilisation de ces ressources. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Et là, est-ce que je laisse... Alors, je ne sais plus du coup à qui je laisse la parole. À toi? Ouais, c'est bon. Pas peur. Non, non, c'est pas ça. Je suis désolé d'avoir gâché l'effet de surprise de mon collègue. Voilà. Je vais juste faire un diaporama. Ah ouais. Non, c'est pas ça. Hein. Alors, bon, j'ai effectivement préparé quelques slides. On va prendre des raccourcis, bien évidemment. J'avais pensé, finalement, voilà, prendre un chemin un peu différent vis-à-vis de cette idée reçue et faire comme mes collègues, faire sans slide, et finalement, j'ai craqué. Voilà. Néanmoins, on va prendre des raccourcis autour de cette idée reçue. Alors, effectivement, mon rôle, hein, tel qu'on se l'était réparti, c'était de partager avec vous quelques réalités, mais plutôt en rapport avec le fonctionnement normal dans nos organisations, en rapport avec le travail. Moi, ma formation initiale, c'est ergonome, c'est l'analyse du travail. Et donc, voilà, mon enjeu en départ, en tout cas, était de rapatrier là, un certain nombre d'anomalies, d'aléas du quotidien, et de montrer en quoi ça pèse, effectivement, sur le fonctionnement. Je vais passer en réalité très vite là-dessus, d'autant qu'on a déjà évoqué finalement pas mal ces surprises. Alors c'est vrai dans des contextes beaucoup plus perturbés qui sont ceux de la gestion de crise. J'avais prévu de vous parler d'un incident, hein, effectivement, que j'ai eu la chance d'analyser, pour lequel j'ai formulé moi aussi des recommandations, et moi aussi des recommandations autour des procédures, autour de ce qu'il serait bon de prévoir pour s'améliorer. Voilà. Et suite à ça, assez classiquement, dans ce domaine des facteurs humains et organisationnels, il nous arrive aussi de faire des diagnostics, de toucher du doigt davantage encore ce qui se joue dans la préparation des activités, l'occasion de se rendre compte des problèmes organisationnels qui peuvent se poser, d'interface entre services, et puis d'impréparation des intervenants de première ligne. Je passe donc vite sur ces éléments, avec là aussi comme recommandation améliorer la robustesse du planning et puis la préparation des intervenants. Donc je m'inscris là pleinement, bien sûr, dans cette idée reçue. Les intervenants, alors on le constatait dans le diagnostic, donc des papiers dans la poche. La préparation des activités au plan documentaire était assurée, cependant le diagnostic soulignait un manque d'appropriation de ces documents, etc. etc. Donc, vous voyez, je m'inscris moi clairement aussi donc, dans cette idée reçue. Je pourrais même en ajouter une autre, et peut-être vous l'avez constaté, qui peut le plus, peut le moins. C'est dans cette idée reçue ici que je me suis inscrit en vous proposant tous ces slides. Alors, comment mettre en cause cette idée au fondement, finalement, de notre culture de sécurité et même de notre identité professionnelle? Et puis, quelque part, revenir aujourd'hui à l'IRSN, où j'ai passé quelques années, ça me questionnait aussi là encore, et je me suis dit comment discuter cette idée reçue à l'intérieur même des murs de l'IRSN, et ça sans me mettre en danger. Voilà. Alors, de quoi finalement nous parle cette idée reçue? Alors, je crois, il faut le dire aussi, et ça a été dit, de notre rapport au risque, cette idée qu'il faudrait les supprimer, sinon les maîtriser. De notre rapport aux procédures, cette idée que la maîtrise des risques ne serait qu'une affaire d'anticipation et de procédure, ça a été évoqué. De notre rapport au travail, et cette idée que le travail ne serait que l'application des procédures, idée qu'effectivement dans le domaine de l'ergonomie, on a de cesse de,
autour de laquelle, en tout cas, on a de cesse de débattre, quoi. Alors, ce que je vous propose là, c'est un éclairage rapide, s'appuyant sur mon expérience d'ergonome, d'intervenant, chercheur en maîtrise des risques. Alors oui, le quotidien comporte toujours des situations non prévues, des informations floues, contradictoires, et donc ça pas seulement en contexte de gestion de crise, hein, une part de challenge, de complexité, des objectifs qui peuvent être contradictoires, et puis des acteurs multiples qui peuvent même être en plus distants. Voilà, donc tout ça fait effectivement le lot de notre quotidien, la complexité, tend un certain nombre de pièges à nos intervenants. On pourrait aussi représenter les choses de manière imagée ainsi, avec cet axe du temps en abscisse, et puis cette part de variabilité dans notre quotidien. Et effectivement, la réalité n'est pas l'absence de risque. On ne peut pas prévoir tout le temps. Et ça risque de ne pas s'arranger, je pense. Donc ça, avec la sophistication des technologies, une certaine mise à distance que chacun a pu noter, et l'éloignement du personnel opérationnel et des managers vis-à-vis du terrain, l'accélération des changements, des mécanismes de prise de décision, la flexibilisation également des organisations décentralisées, matricielles, temporaires, agiles. Bref, on n'en a pas terminé avec ces surprises. Alors, dans ce diagnostic, moi j'avais j'avais tiré cette conclusion que finalement, plus que sur les règles, la délégation et le contrôle, le fonctionnement des organisations, de celles que j'ai eu l'occasion d'observer, et de la sécurité semble reposer davantage sur le professionnalisme et le relationnel. La maîtrise des risques s'exerçant moins donc, par un principe hiérarchique ou par le respect des règles que par une régulation souple, transverse, où chacun peut et doit construire sa place dans un réseau de relations. Voilà, donc on touche là quelque chose d'autre que la seule place et l'importance des procédures dans ce qui fait la fiabilité. Malgré nos efforts, vous le constatez comme moi, donc la réalité nous tient tête, tandis que chacun s'entête dans cette croyance ou illusion mécaniste. Moi, ce qui m'intéressait à travers cette idée reçue, c'est pas tellement finalement de la remettre en cause. Chacun peut le faire au quotidien. Quelles sont néanmoins les implications de cette idée sur notre manière d'appréhender les risques et la sécurité au quotidien? Parce que je crois que cette idée reçue, finalement, elle ne vit pas évidemment que dans le contexte de la gestion de crise, mais elle vit dans notre quotidien, dans nos industries. Et elle a des implications, y compris managériales. Et finalement, peut-on voir les choses autrement? J'irai peut-être pas jusque-là, j'en garderai aussi pour la fin de journée, puisqu'on aura l'occasion de se revoir. Voilà, juste simplement les implications. Donc cette idée, il me semble, a comme corollaire que chaque fois qu'un accident se produit, il est possible d'identifier au moins une règle dont l'application aurait pu permettre d'éviter l'accident. Et oui, on a prévu des règles. On aurait pu, on aurait dû, il aurait fallu. Le problème apparaît dès lors comme celui du non-respect des règles et des comportements déviants sous-jacents. Ce problème, naturellement, devient ensuite celui du manager. En effet, c'est bien le manager qui doit savoir résoudre ces problèmes de comportement. Et puis, si un problème persiste ou retentit au-delà de son périmètre, c'est finalement qu'il a mal fait son travail. Alors, comment modifier les comportements? Donc, cette question aussi qu'on a de cesse de se poser depuis des dizaines d'années. La culture sécurité, par quel bout prendre l'affaire, rappeler les règles, les sanctions, former le personnel, faire un diagnostic, un groupe de travail, des nouveaux rituels. Et puis, une fois ces dispositions prises, va se poser la question de comment maintenir durablement la conformité revenue. Enfin, oui, et comment considérer de nouveaux écarts, des écarts de pratique entre équipes, avec d'autres industriels, sachant que les règles ne sont pas toujours adaptées, parfois même hors sujet, et à distance des problématiques vécues dans certaines situations dégradées. Bref, toute procédure est une erreur en sursis, nous disait Popper. Voilà, donc après une question de comportement, finalement, le problème serait celui de la régulation des règles. Cette idée qu'il ne serait pas possible de régler par avance toutes les réalités, mais plutôt que les règles doivent être adaptées pour être appliquées. Oui, mais alors de qui cela est-il l'affaire? Du manager? Encore lui, alors qu'il est accaparé par du reporting ou de multiples projets transverses? À moins qu'il existe un moyen permettant aux équipes de décider par elles-mêmes, de faire les bons arbitrages au bon moment. Et si la solution, finalement, était dans le développement de l'autonomie, dans l'organisation libérée? Oui, mais intrinsèquement, cette idée reçue, très largement partagée, exprime une certaine aversion au risque, une certaine peur de l'erreur et donc de l'initiative, et oui, vue comme une prise de risque, forcément. Alors à l'inverse, cette idée peut être vue aussi comme un formidable outil de responsabilisation des personnes chargées de la conception, de la préparation des interventions à risque. Dans le même temps, cette idée, appliquée aux phases de réalisation d'intervention, confère aux initiatives ou à justement un statut particulier. Le plan devient la norme, l'objectif, la cible, toute dérogation, une violation. Voilà ce que ça a comme implication finalement. Et pour résumer,
Cette idée installe confortablement nos organisations dans une forme d'illusion de contrôle. Cette croyance a deux effets sur nos organisations, au risque de les faire souffrir de prévisionnite aiguë. La multiplication des règles d'abord, qui elles viennent exiger toujours plus de vigilance de la part de nos intervenants. Toute nouvelle règle est perçue alors comme un facteur de complexité supplémentaire et un instrument de contrôle lui aussi supplémentaire. Et également, soulignons-le, la multiplication des indicateurs ou machines de gestion pilotées par des hypermanagers, la traçabilité et la conformité devenant l'objectif recherché permettant de s'octroyer l'immunité en cas d'accident. Voilà. J'aurais envie aussi d'évoquer avec vous cette dernière question, mais je crois que le temps va nous manquer, à moins que Sylvie... Non, je crois qu'on va s'arrêter là pour le moment, mais en tout cas, au plaisir d'en reparler avec vous sur une alternative. Voilà. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'on peut prendre une question avant la pause? Okay. Une ou deux questions éventuellement avant la pause? Oui, merci d'abord. Donc Ludovic Pingano, je voulais juste réagir sur l'aspect anticipation, puisque ça a fait l'objet de très nombreux échanges, très nombreuses discussions. On a tenté sur le plan interministériel à essayer de rédiger une méthodologie. Et il s'avère que l'expérience a montré que souvent, quand on anticipait, on réfléchissait beaucoup et finalement, au bout du compte, on ne décidait plus. Et c'était l'effet pervers de cette anticipation. Et il a fallu se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut anticiper pour finalement, au bout du compte, arriver à cette finalité de la gestion de crise qui est de décider. Et finalement, pour arriver à cet objectif, il faut tenter, je crois, de simplifier au maximum les choses, ce qui est assez paradoxal avec l'anticipation, puisque quand on anticipe, on ne simplifie pas forcément. Et on avait décidé à l'époque de le faire en plusieurs étapes. D'abord se poser la question et toujours remettre sur le tapis cette même question, que se passe-t-il? Pour que derrière cette photo, cette image de l'événement, on puisse commencer à anticiper en se posant une question tout aussi simple qui est « Et maintenant, que risque-t-il de se passer ?» Et à partir du moment où on a identifié derrière cette question un certain nombre de scénarios, avec une méthodologie adaptée qui permet d'identifier les scénarios par rapport à tous les domaines impactés, il y a un premier choix qui me semble important, qui est celui du décideur, sur les conseils, bien sûr, de ceux qui réfléchissent, parce qu'on parle d'anticipation, mais j'aime bien aussi le terme de réflexion, derrière lequel il y a aussi cette notion d'anticipation. Et donc, d'abord, proposer aux décideurs quelle est la situation ou quelles sont les situations sur lesquelles il va falloir réfléchir. Puisque identifier tout un tas de scénarios, c'est bien, mais tant qu'on a identifié les scénarios et qu'on ne décide rien, on n'avance pas. Et à un moment donné, il y a un premier choix qui est un choix difficile à réaliser par le décideur pour définir le ou les scénarios sur lesquels il faudra travailler. Et à partir de là, le vrai travail d'anticipation consistera à identifier les actions engagées pour justement limiter les effets du scénario choisi, ou enfin limiter ses effets, ou au mieux empêcher ce scénario de survenir. Voilà, c'était juste une petite remarque. Beaucoup de réflexions derrière l'anticipation, mais n'oublions pas que la finalité, c'est la décision. Je me tais parce qu'il y a Sylvie qui me regarde et je crois qu'elle est en train de me fusiller du regard. Oui, on peut s'accorder sur cette idée qu'effectivement, anticiper ces risques, anticiper ce futur probable ne suffit évidemment pas hein, pour tout maîtriser. Et au milieu, effectivement, se trouve cet enjeu de la décision. Je pense qu'on peut prendre aussi là, pour exemple, ce qui se passe autour du changement climatique. Hein, les scénarios aujourd'hui sont posés. Il y a une certaine convergence. En revanche, voilà, les décisions ne sont pas toutes là. Et il y a bien, effectivement, on voit bien une difficulté qui est d'ordre politique, relationnel, social, autour de cette décision. Et bien évidemment, voilà, c'est, je crois, aussi le cœur du problème. Ouais. Peut-être aussi la solution, à condition de voir les choses un peu autrement.